Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous revoir, presque revoir ce matin pour parler d'arrêter des comptes semestriels. Vous êtes très nombreux à vous connecter. Je vais attendre quelques instants que nous ayons quand même une bonne proportion de participants présents. Un grand merci en tout cas de votre fidélité. Euh, Nous avons encore, vous le savez, une conférence d'ici la fin du semestre. C'est une conférence le 10 juin, donc mardi prochain, sur Pilier 2. On en a parlé régulièrement de Pilier 2 et ça vaut vraiment la peine de faire une petite séance sur ce sujet. Pilier 2 n'a peut-être pas eu énormément d'impact sur les sociétés en France, mais ça en a sur les transactions. Et Annelise Blandin, que vous connaissez bien, qui est associée chez EY et qui préside la commission des normes privées de l'ANSEE, nous propose un petit panorama de tous les points qu'il faut, les points de vigilance en cas de transaction sur cet impôt minimum mondial. Elle reviendra aussi sur les évolutions possibles. Il est bien possible que ces règles évoluent, hein. Il y a quelques incertitudes quant à l'avenir de ces règles. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, ce sera vraiment très intéressant. C'est un voilà sur les transactions, je crois qu'il est important de faire ce point de vigilance. Donc ça, c'est le 10 juin, encore une fois, impôt minimum mondial, pilier 2. Nous sommes en train de finaliser le programme du second semestre, qui sera rythmé aussi par, vous le savez, notre colloque cette année, le 9 octobre. Nous nous réunirons en soirée cette fois-ci pour parler de connectivité entre rapports de durabilité et rapports financiers. Là aussi, je vous encourage à noter cette date du 9 octobre sur la connectivité. Nous parlerons également hein, des évolutions à attendre sur les ESRS, sur la taxonomie suite à Omnibus qui prospère. Nous parlerons d'IFRS 18. Alors, nous en parlons déjà un petit peu aujourd'hui. Je crois que nos conférenciers l'aborderont. Nous aurons une conférence dédiée sur IFRS 18, probablement fin septembre, début octobre. Nous parlerons d'actualité IASB. Il y a toujours de l'actualité à l'IASB. Et nous parlerons également de la réglementation Listing Act. Je pense que c'était l'année dernière où on avait fait déjà un premier point sur cette réglementation, sur les opérations de marché, et nous en reparlerons donc sur le second semestre. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter notre site web avec le calendrier qui sera mis à jour par les bons soins de Laure. Alors aujourd'hui, je les remercie vivement. Nous avons l'honneur d'accueillir Émilie Blanc, qui est directrice des affaires comptables à l'autorité des marchés financiers. Merci Émilie de ta présence. Et puis, comme toujours, ils sont très fidèles et je les en remercie vivement. Daniel Civit, qui est associé directeur de la doctrine comptable de Grande Thornton. Lucille Pénanguer, qui est directrice IFRS chez Grant Thornton, Eglé Mokaitite, qui est directrice sur les instruments financiers chez Grant Thornton. Un grand merci à tous et toutes pour votre participation active et le très beau support que vous nous avez préparé comme d'habitude. Nous parlerons un tout petit peu de connectivité, mais encore une fois, nous en parlerons beaucoup plus lors de notre colloque et tout un tas de sujets que vous allez nous dévoiler. Un grand merci à vous. Je vous passe sans tarder la parole pour votre présentation qui est assez dense, je crois. Merci encore. Daniel, si tu peux te mettre là, tu es en mieux. Voilà, excusez-moi. Donc, effectivement, un faux départ. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, donc je disais merci Sonia, effectivement, comment dire? Une actualité assez dense. Alors bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez bien et que les événements récents n'affectent pas trop le calendrier d'arrêté des comptes. Ce matin, une équipe renforcée, comme Sonia l'a rappelé, pour les enjeux de cette clôture, hein, qui reste quand même une étape clé de communication. En effet, c'est quand même l'occasion pour les entreprises de donner un aperçu en mode condensé des tendances de l'exercice et de se mettre en ordre de marche pour appréhender les enjeux de la période. Alors, comme chaque année, l'AMF nous accorde le privilège de sa présence pour nous éclairer toujours de son regard très avisé sur ces sujets. Avec la slide suivante, sans surprise, au programme cette matinée, une pièce en plusieurs actes, hein, avec un premier acte consacré
à l'actualité économique et financière et j'ai envie de dire très égoïstement, quelques surfroides de notre côté, face, au pas de danse, on va dire, de country que nous impose le président, Donald Trump avec ses tarifs douaniers. Heureusement sur le volet des nouveaux textes applicables, c'est assez calme puisque le seul amendement, enfin plus que seul l'amendement IS 21 sur la convertibilité des devises est entré en vigueur. Le troisième acte est l'actualité IFRIC, donc on reste là aussi sur le même rythme avec peu de décisions et on en profitera pour recauser informations sectorielles. Sur le volet suivant, bon, avec les prochaines échéances, normatives, on va dire changer un peu de braquet avec 3 morceaux de choix qui nous attendent, les Power Purchase Agreement, PPL, les transferts électroniques et puis IFRS 18. Donc des projets qui vont quand même, mettre à rude épreuve les systèmes IT et surtout notamment les 2 derniers. Et pour terminer, nous vous tiendrons, au courant des discussions sur la connectivité avec, les travaux notamment des normalisateurs sur le sujet. Avec la slide suivante, donc dans le cadre de ce premier acte sur l'actualité économique et financière, nous évoquerons tout d'abord le contexte de clôture, hein, qui n'inspire pas forcément, la sérénité. Bref, des conditions d'arrêté au 30 juin qui devront être mises en perspective avec les enjeux comptables qu'elles entraînent. Nous reviendrons sur des considérations locales pour parler des 2 mesures emblématiques de la loi de finances 2025 et ses conséquences sur les comptes et on fera un point sur la situation économique de l'Égypte et du Nigeria qui avait rejoint dans ce que notre jargon nous appelons la watching list des pays qui présentent un risque de basculement en hyperinflation. Bien, et pour démarrer dans le vif du sujet, avec la slide d'après, quelques mots sur le contexte général de clôture et un constat qui, on va dire, qui résonne un peu comme un air de déjà vu, un environnement incertain qui est marqué par une forte instabilité financière. Alors cette fois-ci alimenté, si vous me le permettez, par les Trumpitudes outre-Atlantique. Je vais vous donner un chiffre, 37, hein. 37, c'est le nombre des annonces du gouvernement Trump sur les droits de douane et cela en 4 mois. J'ai envie de dire, comment faire des slides dans ce contexte de clôture quand tout change? Alors j'ose même pas imaginer la situation sur le plan opérationnel. C'est vrai que bon, il avait quand même annoncé la couleur, hein, mais le retour de Trump a été particulièrement, rock'n'roll, passez-moi l'expression, avec des volte-face qui donnent le tournis aux investisseurs et au marché, qui, de ce que je comprends, n'aiment pas vraiment ça, hein, et c'est un euphémisme. Alors, où en est-on? Alors, si on fait simple, pardon, à aujourd'hui, la situation est la suivante. Des droits de douane US généralisés de 10 pour tous les pays, avec des taux sectoriels dits réciproques, hein, plus sévères, et pour l'instant qui font l'objet d'une trêve de 90 jours. Le bras de fer est engagé et on ne sait pas où il nous mènera. Et puis à côté de cela, on a la situation géopolitique mondiale qui se dégrade, hein, avec de nouvelles tensions qui naissent, notamment à la frontière entre l'Inde et le Pakistan, 2 puissances nucléaires qui ne participent pas non plus, je veux dire, au retour de la quiétude, sur ce terrain-là. Sur le sujet, durabilité, ben, les entreprises, françaises de la première vague ont quand même sué, sang et eau, et viennent de sortir leur premier rapport, durabilité ou leur premier rapport, CSRD et tout cela sur fond de reformatage du calendrier avec, la directive, de l'Union européenne Stop the Clock, hein, qui vient décaler la date d'entrée en vigueur, notamment pour les entreprises de la vague 2, mais également celle de la vague 3, donc des PME cotées, et qui au passage, en modifie, le contenu pour alléger les informations qui sont demandées et qui va concerner également la vague 1, donc une forme de coup de frein, on va dire, à l'élan donné sur ce sujet-là. Et puis, le coup de frein, j'en ai parlé, hein, mais un coup de frein aussi, outre-Atlantique, hein, puisque, la lutte contre le dérèglement climatique, est un peu en pause, de l'autre côté, de l'Atlantique avec la sortie des accords de Paris et la relance, notamment des énergies, fossiles telles qu'annoncées par le président, Trump. Bref, un joli cocktail d'incertitudes qui pèse encore lourdement sur la visibilité à la fois à court terme et moyen terme et qui grève quand même assez sévèrement les perspectives économiques mondiales, avec en plus, le risque de nouvelles tendances, inflationnistes. Donc en résumé, bah, tout ça quand même ne va pas apporter de la sérénité à la préparation, des états financiers au 30 juin. Alors ce contexte, sur la slide d'après d'incertitude, hein, ce contexte d'incertitude et d'instabilité, heu, va requérir quand même d'apprécier dans quelle proportion, enfin dans quelle mesure les entreprises sont exposées, alors que ce soit directement ou indirectement et nous nous arrêterons plus spécifiquement,
sur la comptabilisation des contrats clients présents sur le marché américain, dont les prix ou les volumes pourraient être potentiellement exposés à la hausse des tarifs douaniers. Et là, Lucie reviendra sur ces sujets juste après. De même, les éventuelles contractions des volumes ou la performance financière soulèvera aussi la question de la pérennité des relations de couverture, d'une part, et puis aussi du respect des covenants bancaires d'autre part. Et là, c'est Aiglé qui vous en dira plus. Il sera aussi difficile d'échapper à la question des tests de dépréciation, même si l'histoire ne sera pas la même pour tout le monde, sachant que cette question du test sera d'autant plus cruciale, hein, en cas de projet de réorganisation ou de relocalisation qui viserait à contourner les tensions douanières. Et là, nous y consacrons 2 slides. Et pour le coup, c'est Bibi qui s'y collera. Sur le même registre, la question de la recouvrabilité des impôts différés actifs ne devra pas être ignorée et on ne pourra pas se réfugier derrière le calcul simplifié de l'impôt au 30 juin pour ne rien faire si on a un doute sérieux sur le recouvrement de ces impôts, puisque toute remise en cause devra être connue immédiatement sur la période. Alors, sur cette question, je vous renvoie vers la guidance ESMA de 2019 sur la façon notamment d'apprécier l'existence de profits taxables futurs et aussi la façon de documenter les preuves convaincantes qui sont nécessaires pour démontrer cette existence. Et puis notre dada sur les perspectives d'exploitation et la liquidité, pour vous rappeler que l'ISB a mis à jour son Education Material en mai de cette année. Aussi, n'hésitez pas à vous y replonger. Et là-dessus, plus spécifiquement, Émilie, je crois que l'AMF souhaite faire passer aussi quelques messages importants. Oui, bah alors bonjour à toutes et à tous, merci. Effectivement, comme vient de l'évoquer Daniel, côté régulateur, on voulait réinsister sur le fait que dans le contexte actuel, hein, que Daniel vient de bien nous décrire, qui est très incertain et finalement pas si éloigné de celui qu'on a pu vivre pendant la période Covid, sur la nécessité pour les émetteurs d'être transparents sur les hypothèses et jugements qu'ils ont pris et qui peuvent être, dans ce contexte, plus structurants que d'habitude pour l'établissement de leurs états financiers semestriels. Alors, je pense à la détermination des justes valeurs, aux tests de dépréciation, à peut-être se réinterroger sur la nécessité d'écarter les fourchettes de sensibilité, et également à la continuité d'exploitation. Sur ce point de la liquidité, les recommandations qu'on avait pu émettre pour l'arrêté des comptes de l'année dernière restent pour partie applicables, notamment pour les financements qui sont assortis de clauses restrictives, pour lesquelles il convient d'indiquer, et ça prend quand même toute sa pertinence dans ce contexte, si des actions ont été réalisées pour éviter ou réduire la probabilité de rupture avant la date de clôture, ou bien s'il existe une indication du non-respect du covenant si le test avait été réalisé à la date de clôture. Et il nous paraît d'autant plus important dans le contexte actuel que les émetteurs communiquent ces éléments. Il faut avoir en tête que c'est un point d'attention des investisseurs, notamment dans les périodes qui sont chahutées. Merci Émilie. Donc effectivement, en période chahutée et de gros temps, on accroît la vigilance. Alors c'est vrai qu'on enfonce quelques portes ouvertes, hein, et l'idée ici n'est pas d'être exhaustif ou de sous-entendre que tous vous serez concernés. Comme toute situation qui peut avoir des effets pervasifs, probable que les entreprises seront impactées diversement. Aussi, les quelques sujets identifiés sur cette slide restent des points d'attention à appréhender et en fonction du secteur dans lequel évolue chaque entreprise et de son exposition. Alors, néanmoins, compte tenu de la singularité de la situation et des enjeux, il conviendra de raconter dans les comptes une histoire qui devrait être la plus claire, la plus transparente possible. Et Lucille, à qui je donnais la parole sur les enjeux IFRS 15, vous en dira aussi un peu plus sur ce sujet. Oui. Bonjour à tous et merci Daniel. Alors effectivement, ce matin, on souhaitait s'arrêter déjà sur le chiffre d'affaires, puisque dans certains cas, la situation actuelle que vient de présenter Daniel pourrait conduire à une révision du prix des contrats et ou des volumes de vente qui peut entraîner, selon l'analyse qui en est faite, l'application de la guidance sur les contreparties variables ou sur les modifications de contrat. Dans le cas où l'analyse va conduire à appliquer la guidance sur les contreparties variables, toute révision de prix qui est liée par exemple à l'application d'une clause d'indexation et qui se rapporte à une obligation de prestation qui est remplie à la date à laquelle on vient réviser l'estimation, aura un effet catch-up en chiffre d'affaires. Et pour ce qui est des éléments de prix variables qui sont inclus ou non dans l'estimation initiale du prix de transaction, par exemple tout ce qui est relatif aux remises de fin d'année ou aux pénalités éventuelles, il y a des projets qui prennent du retard, ces derniers devront être réappréciés au 30 juin sur la base des éléments qui sont connus à date, et bien sûr en s'assurant qu'il reste hautement probable que le chiffre d'affaires cumulé ne sera pas remis en cause dans le futur.
Si on applique la guidance sur les modifications de contrat, les effets dépendront de la nature de la modification. Est-ce qu'on est sur un contrat séparé ou est-ce qu'on est sur un ajustement du contrat initial qui sera traité selon le cas de manière rétrospective ou prospective? Si on passe aux autres sujets évoqués sur la slide, parmi les autres points d'attention, il y a également cette nécessité d'apprécier si une dérive des coûts de réalisation du contrat est susceptible de le faire basculer dans le champ des contrats déficitaires. Donc, pour rappel, c'est les contrats pour lesquels les coûts inévitables pour satisfaire aux obligations contractuelles dépassent les avantages économiques attendus. Avec quelques points d'attention rappelés sur la slide sur ce sujet. Tout d'abord sur l'unité de compte, puisqu'on réalise l'analyse au niveau du contrat et pas obligation de prestation par obligation de prestation. Et puis par ailleurs, un rappel quant au fait qu'avant d'établir une provision séparée pour contrat déficitaire, c'est nécessaire de comptabiliser toute perte de valeur qui serait survenue sur les actifs dédiés à ce contrat en appliquant les principes d'IAS 36. Et puis, appréciation de la nécessité de déprécier les coûts des contrats activés ou de modifier leur amortissement, puisque le contexte actuel peut conduire à revoir à la baisse les prévisions de renouvellement des contrats et donc entraîner un amortissement accéléré des coûts d'obtention activés qui avaient pu à l'origine être étalés sur la base de plusieurs perspectives de renouvellement. Et puis, même principe en cas de baisse des niveaux de marge observés et attendus, qui peuvent être de nature à affecter non seulement le rythme d'amortissement de ces montants activés, mais aussi remettre en cause leur valeur recouvrable. Et puis, dernier petit point d'attention, s'interroger si nécessaire sur la pertinence de mettre à jour l'information fournie dans les comptes annuels. Et notamment, on prend ici l'exemple du carnet de commandes en cas de variation significative par rapport au montant qui aurait pu être disclosé dans les derniers comptes publiés. Voilà pour la partie chiffre d'affaires. Merci Lucile pour ces précisions et peut-être plus particulièrement sur ton point sur les coûts d'obtention des contrats et leur recouvrabilité, puisque ça me permet d'introduire le sujet suivant sur les tests de dépréciation. C'est vrai que l'ensemble des conditions économiques et notamment la turbulence provoquée par les annonces du président américain pose quand même la question des tests au 30 juin et met pas mal de pression sur l'analyse des indicateurs qui pourraient, pour le coup, requérir la réalisation de tests d'impairment. Alors, pas de réponse unique, il conviendra pour le coup d'apprécier au cas par cas, sachant que certains secteurs peuvent être plus concernés que d'autres ou même moins résilients. Maintenant, toute perspective de contraction des marges, de renchérissement des coûts d'approvisionnement aux US ou même de ralentissement qui serait observé sur les chaînes de production serait quand même de nature à constituer des indices. En tout état de cause, une réflexion devra être menée, car dans l'hypothèse où on coche quand même un grand nombre de cases dans les exemples que je viens de citer, la mise en œuvre d'un test s'avérera probablement nécessaire. Alors, maintenant, quant au niveau de profondeur de ce test, ça va dépendre. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de facteurs de risque de perte et des conditions dans lesquelles les tests N-1 avaient été réalisés pour savoir si on peut reconduire ou pas les résultats de ces derniers. Alors, par exemple, quel était le niveau de headroom? Je vous rappelle, c'est l'écart entre la valeur recouvrable et la valeur nette comptable des actifs testés. Quelle était l'ampleur du test de sensibilité qui a été mis en œuvre pour voir s'il est toujours pertinent, sachant qu'il ne faudra quand même pas minimiser l'impact des incertitudes qui sont engendrées par ce nouvel environnement et ce qui requerra probablement une mise à jour au 30 juin. En revanche, il sera quand même assez difficile de se prévaloir de ce dispositif d'allègement si, en raison de ces événements, eh bien, des réorganisations importantes sont programmées sur les chaînes de production, ce qui entraînerait probablement un redécoupage des UGT et la nécessité, pour le coup, d'un test, cette fois-ci plus complet, qui reposerait sur de nouvelles projections. Alors, avec la slide 2, ou la slide suivante, pardon, dans cette hypothèse, la mise en œuvre du test impliquera d'apprécier dans quelle proportion il faut mettre à jour les prévisions qui sont en lien avec ces événements récents, pour intégrer notamment les nouvelles conditions économiques, et en privilégiant pour le coup l'utilisation de ce qu'on appelle des sources externes, comme les consensus d'analystes et les autres études sectorielles qui ont pu être publiées ici ou là. La construction de ces estimations devra prendre en compte aussi le niveau élevé des incertitudes, avec potentiellement des effets sur la façon de modéliser les différents scénarios et le recours possible à une approche multiscénarii qui pourrait être, elle, pour le coup, captée aussi par un ajustement du taux d'actualisation. Alors, du reste, si ces mêmes incertitudes élèvent le risque de variation des hypothèses utilisées dans les projections, eh bien, une plus grande amplitude des fourchettes de variation devrait être utilisée dans les tests de sensibilité et mise en œuvre pour le 30 juin.
Et puis, outre la vigilance sur les événements post-clôture, avec bien évidemment le suivi des décisions sur les tarifs douaniers qu'il faut quand même avoir dans les radars, hein, et ben, ce climat de clôture va quand même exiger de ne pas être trop timide dans l'annexe, puisque les informations qui devront être produites devront permettre de comprendre les principales révisions qui ont été opérées sur les hypothèses opérationnelles depuis les derniers tests réalisés, sans oublier les sensibilités qui auront été mises à jour pour tenir compte de ces nouveaux éléments de contexte et d'incertitude. Alors, Églé, j'ai parlé de révision d'hypothèses opérationnelles, alors sous-entendu budgétaires, et là, il n'y a qu'un pas pour évoquer un autre point en lien avec notamment la couverture des ventes en dollars. Merci Daniel. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc les points d'attention qu'on a mis sur cette slide sont assez proches de ceux qu'on a pu faire lors de la crise Covid, où c'était aussi une période de baisse d'activité potentiellement. Donc du coup, du côté des couvertures, documentées selon IFRS 9, lorsque les entreprises couvrent par exemple avec des dérivés de change leur budget futur en dollars, il convient de s'assurer que finalement l'exposition couverte future continue à être hautement probable, et pour pouvoir continuer à appliquer le cash flow hedge. Et si ce n'est plus le cas, si les ventes futures ne sont plus probables, il convient d'annuler les résultats des précédentes couvertures, donc recycler le montant vers le résultat net qui était stocké dans les OCI, dans les réserves de cash flow hedge. Du côté des emprunts financiers, effectivement, il convient d'apprécier les incidences de la baisse d'activité sur les liquidités. Et donc, on a 2 points d'attention. Il y a déjà un risque plus fort de bris de covenant. Et donc, nous rappelons que seul un waiver qui est obtenu au plus tard à la date de clôture permet le maintien des dettes parmi les dettes non courantes. Donc, le waiver, c'est l'accord de la banque de ne pas exercer les clauses d'exigibilité immédiate. Et si ce waiver est obtenu plus tard, même avant la date d'arrêté des comptes, ceci ne suffit pas et donc la dette doit être reclassée en dette courante. Concernant les dettes également, il y a des renégociations qui devraient être peut-être plus fréquentes en anticipation des baisses de flux de trésorerie futurs. Donc, nous vous rappelons que toute modification, réaménagement intervenant bien en amont de la maturité initiale doit faire l'objet d'une analyse selon la norme IFRS 9 pour voir s'il s'agit d'une modification substantielle sur le plan qualitatif ou quantitatif. Et en fonction de cela, on aura soit une extinction de dette, soit une simple modification, de quoi va découler le traitement des frais restants étalés sur la dette d'origine, mais aussi de nouveaux frais et aussi de la valeur comptable de la dette au moment de la renégociation. Et n'oublions pas l'importance des informations en annexe sur les différents risques financiers, sur leur gestion et surtout sur le risque de liquidité dans ce contexte bien particulier. Donc voilà les quelques messages sur les instrufis et je te repasse la parole, Lucille, il me semble, pour le suite de Panorama. Oui, merci Églé, hein, et tu parlais d'informations en annexe. Donc, pour clore ce chapitre, on s'arrête quelques instants sur l'information qui est attendue dans ces comptes semestriels, sachant que dans ce contexte économique et géopolitique qui est marqué, comme l'a rappelé Daniel, par un niveau d'incertitude qui est particulièrement élevé, on s'attend à une transparence accrue de l'information qui va être fournie. Ces informations, elles doivent donc permettre au lecteur d'appréhender correctement la manière dont le groupe est impacté ou susceptible de l'être par l'environnement actuel, et ce, qu'il soit directement ou indirectement exposé aux différents facteurs qui ont été présentés. Dans la pratique, ça veut dire adapter potentiellement les informations usuelles fournies dans les comptes semestriels, expliquer de manière précise et claire les jugements importants auxquels le management a eu recours pour établir ses comptes, et puis préciser comment ont été appréhendées les estimations retenues pour certains actifs et passifs significatifs, et tout ça en s'assurant de retenir une présentation de l'information qui est adaptée, puisque la transparence, ce n'est pas uniquement la façon de raconter, mais ça va être aussi de présenter l'information de manière à permettre au lecteur de comprendre comment ce contexte d'incertitude affecte la situation financière et la performance, et comment il a été appréhendé dans la préparation des états financiers. Et puis, sur la droite de la slide, un rappel quant au fait que les hypothèses utilisées, elles doivent reposer sur les meilleures informations disponibles, et elles doivent être bien entendu documentées. Elles doivent être cohérentes entre elles, mais aussi avec les éléments qui fondent l'orientation des opérations et avec celles utilisées dans les autres supports de communication. Et bien sûr, elles doivent découler d'un processus qui implique les instances de gouvernance. Voilà ce sur quoi on souhaitait revenir ce matin. Et Émilie, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les attentes du régulateur dans ce contexte pour la préparation des comptes semestriels?
Oui, merci Lucille. Effectivement, sur cette nécessité de transparence que Lucille vient d'évoquer dans ce contexte qui est accru, dans ce contexte particulier, on voulait revenir sur une décision dont vous vous souvenez peut-être qui a été publiée par l'ESMA dans son 29e batch l'année dernière, qui prend vraiment toute son importance dans le contexte actuel. Cette décision, elle a exposé une insuffisance d'informations qui avait été communiquée dans les comptes semestriels, et on voulait rappeler que tout comme pour les comptes annuels, les comptes semestriels doivent comporter les informations qui sont utiles à leur compréhension, et notamment celles qui vont justifier des changements qui sont survenus depuis la clôture précédente, évidemment dès lors qu'ils sont significatifs. Donc une attention accrue pour cet arrêté sur ces éléments-là. On ne l'a pas cité, mais je pensais également au cas du calcul, mais peut-être qu'Egli reviendra plus tard dessus, au calcul des impairments pour le secteur bancaire, où on s'attend à ce qu'il y ait des mises à jour qui soient, par exemple, effectuées, ou l'utilisation d'overlay qui devront et pourraient être documentées également dans ce contexte-là. Merci Émilie. Donc tout cela fait écho alors sur effectivement ce que je disais sur les tests de dépréciation, mais d'une manière très générale, il ne faudra pas être timide sur le contenu des notes pour en dire un peu plus, tout en se concentrant bien évidemment sur les sujets significatifs comme l'a rappelé Émilie. Alors, si on en revient maintenant sur un registre plus national avec la loi de finances 2025, quelques mots sur les deux mesures évoquées au début de cette présentation et pour commencer le dispositif qui instaure la contribution exceptionnelle, alors dispositif qui ressemble quand même à s'y méprendre à celui du projet de loi de finances qui a été présenté par feu le gouvernement Barnier, avec cette singularité assez croustillante puisque Bayrou, pardon, le Premier ministre Bayrou, avec un tour de passe-passe, va réussir à faire contribuer les grandes entreprises, non seulement sur la performance 2025, mais aussi sur la performance 2024, comme c'était prévu. Alors, plus précisément, il est prévu que la contribution exceptionnelle qui devrait être provisoire, on l'espère, ciblera les bénéfices d'entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros en France. Donc, ça veut dire que ça ne concerne pas la majorité des entreprises. Et en fait, l'effort qui est demandé consiste à leur faire payer un impôt complémentaire de 20,6% pour celles qui font moins de 3 milliards de chiffre d'affaires et de 41,2% pour celles qui font plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Et cet effort sera calculé sur la moyenne de l'impôt N et de l'impôt N-1, c'est-à-dire pour ceux qui clôturent au 31 décembre, sur la moyenne de l'impôt 2024 et de l'impôt 2025. Alors, ce qui revient, et là, c'est ce que rappelle un peu la formule qui est présentée en bas de slide, puisqu'elle se suffit à elle-même, à appliquer finalement un taux de 20,6% à la fois sur l'impôt 2024 et sur l'impôt 2025. C'est juste une simple application du principe de distributivité de multiplication. Alors, je vous passe les subtilités sur le taux ajusté pour les chiffres d'affaires entre 1,1 et 1,1 milliard d'euros, 3 et 3,1 milliards d'euros, sur la non-imputation des crédits d'impôt, sur les mécanismes de recouvrement qui seraient similaires à ceux de l'IS, qui pour le coup n'apportent pas grand-chose à la question comptable qui nous est posée. Alors, une fois qu'on a dit ça, quid de sa prise en compte au 30 juin avec la SAC d'après. IS34 nous dit que la charge d'impôt doit être reconnue sur chaque période intermédiaire sur la base du taux d'impôt annuel moyen, pondéré, estimé pour la totalité de la période annuelle. Et c'est ce taux qui est appliqué au résultat avant impôt de la période intermédiaire. Mais IS34 nous dit aussi que le calcul du taux effectif d'impôt consiste à déterminer un taux qui va s'appliquer au bénéfice de l'année. Et ça, c'est le paragraphe B13 qui nous le dit. C'est le principe de rattachement de l'impôt au résultat de la période. Et puis, enfin, IS34 nous dit aussi que lorsqu'un taux spécial s'applique à un événement ponctuel, par exemple l'application d'un taux réduit sur une session, les conséquences fiscales de l'événement en question sont prises en compte dans la charge d'impôt de la période où l'événement survient. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir polluer le calcul d'un taux applicable à des événements d'une autre période avec un taux qui ne les concerne pas. Alors, sur la base de ces rappels, qu'est-ce qu'on en conclut? Eh bien, on arrive à la conclusion que s'agissant d'un impôt sur le résultat au sens d'IS12, seule la part assise sur 2025 devrait être intégrée dans le taux effectif d'impôt applicable au résultat intermédiaire sur le fondement que le taux effectif d'impôt correspond au taux applicable au bénéfice de l'année et à eux seuls, c'est-à-dire au bénéfice 2025, et que de facto, il ne peut pas prendre en compte la part d'impôt assise sur les bénéfices 2024. Du coup, cette part de l'impôt 2024, qui est déjà connue et certaine, s'assimile à ce qu'on appelle un one-off event, puisqu'elle résulte d'une loi votée sur la période
et porte sur des résultats déjà réalisés. En effet, elle ne dépend pas du résultat 2025, parce que peu importe que l'entreprise fasse des pertes en 2025, la part de 2024 sera due en tout état de cause. Elle devra donc être comptabilisée immédiatement en résultat à compter de la date de promulgation de la loi et apparaître pour le coup en réconciliation dans l'état de la tax proof. S'agissant des entreprises qui ont un exercice décalé, alors, ça implique de reconnaître un impôt dès les premiers comptes clos après le 14 février, qui est la date de promulgation de la loi, c'est-à-dire pour ceux qui ont une clôture en mars 2025, au 31 mars, ou alors ceux qui ont une clôture plus tard, au 30 juin, à cette date-là, alors même que la déclaration qui embarque l'impôt complémentaire ne concernera que l'exercice d'après, c'est-à-dire l'exercice 2025-2026. Et là, je me tourne aussi vers Émilie, parce que je crois que sur ce sujet, l'AMF souhaitait apporter des précisions sur ses attentes. Oui, alors je ne reviens pas sur la description que tu viens de faire qui était très claire. Effectivement, le 30 juin sera pour la plupart des sociétés l'occasion de communiquer pour la première fois sur les montants comptabilisés au titre de cette contribution additionnelle pour chacune des années, évidemment dès lors que les montants sont significatifs. Et nous voulions réaffirmer que nous partageons le traitement que vient de décrire Daniel et qui est conforme aux IFRS. Merci pour cette confirmation, Émilie. Alors, la mesure fiscale suivante, tout aussi emblématique, reprend dans son principe le fonctionnement de la taxe proposée, là encore, dans le projet de loi de finances 2025, puisque l'article 95 confirme l'instauration, encore une fois pour les grandes entreprises, d'une taxe non déductible de 8% sur les réductions de capital consécutives à un rachat d'actions propres. On ne peut pas dire qu'elle sorte d'un chapeau, parce qu'elle fait écho en fait à la taxe qui a été mise en place en 2023 aux États-Unis et qui requiert notamment de payer à l'Inland Revenue 1% des montants qui sont versés aux actionnaires. Alors, en France, elle va concerner les entreprises, ou elle concerne les entreprises qui réalisent plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et ne viserait pas certains rachats qui sont réalisés sous certaines conditions et qui sont rappelés sur la partie gauche de la slide. La taxe, elle, est assise sur le montant des réductions de capital qui sont majorées de la part des primes liées au capital, au sens des textes comptables françaises pour les opérations qui sont réalisées à partir de mars 2025. Et le cadeau du gouvernement, c'est qu'il y en a une qui est, on va dire, spécifique et qui vise les opérations qui ont été réalisées entre mars 2024 et février 2025, avec pour cette fois-ci une base, plutôt une assiette, basée sur le montant net des réductions après imputation des augmentations de capital de la période. Et je vais m'arrêter là pour le descriptif, et sans me perdre en conjecture sur le caractère rétrospectif apparent ou non du dispositif, pour nous intéresser plus à la comptabilisation de cette taxe. Alors, sur ce sujet, la bonne nouvelle, c'est que la réflexion a évolué depuis nos derniers échanges en 2024, alors, sauf en ce qui concerne la nature de cet impôt, mais rien de bien méchant, puisqu'effectivement, nous continuons de penser que la taxe répond à la définition d'un prélèvement au sens de l'interprétation IFRIC 21 et de la norme IS 37, et non pas d'un impôt sur le résultat IS 12. Alors, la raison principale, c'est qu'elle n'est pas assise sur les bénéfices imposables, et ça, c'est le paragraphe 2 qui nous l'impose, enfin le paragraphe 2, pardon, d'IS 12 qui nous l'impose, et au passage, c'est quand même tout ce que voudrait éviter le gouvernement pour ne pas revivre le traumatisme de la taxe de 3% sur les dividendes, qui avait été frappé, je vous le rappelle, de contrariété par le droit européen en 2017 et qui avait coûté quand même pas loin de 10 milliards au gouvernement. Donc, bref, on serait sur une taxe ou sur un prélèvement que l'on pourrait assimiler à des frais de transaction et dont la comptabilisation en capitaux propres, en application d'IS 32, constituerait, selon nous, et là, là-dessus, il y a un consensus, une approche acceptable, considérant qu'elle peut être rattachée aux opérations de rachat d'actions propres préalables et qui, elles, pour le coup, constituent des transactions de capitaux propres selon IS 32. S'agissant de sa comptabilisation, ou plutôt de sa date de comptabilisation, là, en revanche, on sera a priori sur la date d'annulation des titres, qui est en fait le fait générateur fiscal selon les principes d'IFRIC 21, alors, sauf pour les annulations qui ont été opérées sur la période rétrospective, pour lesquelles la taxe devra être connue immédiatement au moment de la promulgation de la loi. Lucile, alors, sans transition et sans lien avec ce qui précède, est-ce qu'on a des inquiétudes à se faire du côté des pays qui pourraient basculer en hyperinflation ? Oui, merci Daniel. Alors, dans la liste des pays en hyperinflation, pas de changement, si ce n'est l'Éthiopie, qui sort de cette liste, avec une petite piqûre de rappel quant au fait qu'en cas de sortie de l'hyperinflation, on n'applique plus la comptabilité d'hyperinflation, mais ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on retraite les états financiers, mais qu'on va garder les valeurs des actifs passifs qui sont mis dans l'unité de mesure en vigueur au 31 décembre 2024 et qui deviennent la nouvelle valeur historique.
Et puis des pays sous surveillance, mais avec des degrés de risque distincts. C'est pour ça qu'ils sont vraiment isolés distinctement sur la slide, notamment pour ce qui concerne l'Égypte, puisque les risques hyperinflationnistes semblent s'éloigner pour l'Égypte, même s'ils requièrent toujours de la vigilance. Mais pour le coup, il semblerait que les mesures prises par le gouvernement et qui ont été encouragées par le FMI aient pu porter leurs fruits. En revanche, la situation semble quand même plus fragile au Nigeria, où les tensions hyperinflationnistes restent fortes, pays pour lequel il est donc conseillé de se tenir prêt à appliquer IAS 29 sur le second semestre. Enfin, un mot sur le sujet du déclenchement de l'application d'IAS 29, qui a fait l'objet d'une saisine de l'IFRIC sur les pratiques d'identification du passage en hyperinflation et la prédominance du critère quantitatif sur les autres indicateurs de la norme. Et l'IFRIC, dans une tentative agenda décisionnelle rendue en fin d'année dernière, a rappelé sur la base a rappelé tout simplement que cette appréciation ne reposait pas que sur un seul critère, et notamment sur le critère quantitatif, mais que d'autres indicateurs pouvaient s'avérer pertinents et qu'il était vraiment important d'avoir aussi une analyse qui soit cohérente au sein d'un même groupe. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur l'hyperinflation, et je te repasse la parole du coup, Daniel, pour clore ce premier chapitre. Merci Lucille. Donc effectivement, un soulagement côté hyperinflation, mais quand même, on reste à l'écoute sur le second semestre, surtout avec le Nigeria dans les radars, mais on étant peut-être un peu plus serein en ce qui concerne les perspectives pour l'Égypte. Je vous propose maintenant de passer à l'acte 2 de cette conférence avec le volet sur l'actualité normative et les nouveaux textes qui sont entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Alors, ils sont peu nombreux puisqu'il n'y en a qu'un, qui n'est autre que l'amendement d'IAS 21 sur la non-convertibilité des devises. Alors, pour s'y coller, je crois que c'est moi. Et donc, on passe à la slide suivante. Alors effectivement, quelques mots sur un sujet qui peut devenir plus prégnant dans le contexte actuel. Effectivement, la norme nous fixe des règles de conversion pour toutes les opérations et activités en devises et qui, pour le coup, reposent sur l'utilisation du cours de change au comptant, c'est-à-dire le cours obtenu dans le cadre d'une livraison immédiate des devises. Et puis, elle nous dit aussi ce qu'il faut faire lorsque la convertibilité de la devise est momentanément interrompue. En revanche, nada sur, notamment lorsque l'interruption s'inscrit, elle, par contre, dans la durée. Donc, il fallait légiférer, et l'amendement est là pour nous indiquer à quel moment on considère qu'une devise n'est plus convertible. Et dans cette hypothèse, quel cours de change il faut utiliser parce qu'il faut bien toujours convertir, notamment sur le plan comptable. Pour répondre à cette situation, il faut déjà définir ce qu'est une devise convertible. Et pour l'amendement, c'est une devise que l'on peut obtenir dans un délai assez court sur le marché, mais pas n'importe quel marché, puisqu'il faut que ce soit un marché ou alors un mécanisme d'échange qui crée des droits et des obligations exécutoires. En creux, ce qu'il faut comprendre, c'est exit les marchés parallèles non reconnus officiellement comme les marchés noirs, par exemple. Alors, pour nous aider dans cette analyse, le texte propose un modus operandi en 2 étapes, avec une première étape qui consiste tout d'abord à apprécier la convertibilité de la devise, c'est-à-dire à quel moment il faut considérer qu'une devise n'est plus convertible, sachant que cette appréciation doit être faite à la date d'évaluation, c'est-à-dire à la date de clôture pour les éléments du bilan. Pour cela, plusieurs facteurs à prendre en compte, comme par exemple le délai d'obtention de la devise, sachant qu'un délai administratif ou légal n'est quand même pas déqualifiant par rapport à ça. On va aussi regarder la capacité à obtenir l'autre devise, et ça, peu importe l'intention de le faire ou non. Et puis, on va s'assurer que son obtention repose sur des mécanismes d'échange officiels. Et puis enfin, on va aussi regarder l'objectif de la conversion, puisque pour une même devise, on pourrait être amené à considérer qu'elle est convertible, par exemple pour les achats de biens importés, mais ne pas l'être si elle est soumise à des restrictions lorsque la conversion, par exemple, est recherchée pour distribuer un dividende, une filiale, à une mère étrangère. Et si sur la base de cet examen, tout va bien, alors on applique IS 21 et on déroule. Et à l'inverse, si on conclut que la convertibilité n'est pas ou n'est plus assurée, alors on passe à la deuxième étape et il faudra estimer effectivement le cours de change spot, c'est-à-dire le cours de change qui sera obtenu à la date d'évaluation, et ce, dans le cadre d'une transaction normale avec des acteurs de marché. Et là, 2 possibilités. Soit on retiendra le cours de change qu'on aura observé ou observable qui est utilisé pour d'autres transactions, considérant que c'est peut-être une bonne approximation pour la conversion de nos opérations, ou alors on devra utiliser une autre technique d'estimation qui pourrait reposer sur l'observation de cours, on va dire, moins officiels, dès lors que, et ça c'est important, il reflète le cours qui serait pour le coup obtenu pour convertir les dites opérations. Alors,
cette question de la convertibilité est un sujet qui risque de se multiplier sur la slide d'après, en raison de l'instabilité économique et financière et notamment des conséquences que cela aurait sur les économies ou aura sur les économies des pays les plus fragiles. Ça pose effectivement la question de la nécessité ou même de la pertinence d'identifier les pays ou les devises pour lesquelles la convertibilité n'est pas plus assurée, pardon, un peu à l'instar de ce qui est fait pour l'hyperinflation, comme l'a rappelé Lucille, à la différence près que on pourra quand même difficilement de faire, on va dire, une analyse holistique, puisqu'elle devra tenir compte, comme j'ai rappelé, des objectifs de conversion qui sont propres à chaque entité. Donc, ça veut dire que la réponse pourrait être différente entre un groupe qui n'effectue que des opérations commerciales par rapport à celui qui vise la réalisation de son investissement net dans le pays ou de la devise en question. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est un free lunch, hein. Il faudra quand même s'assurer de la cohérence des analyses pour des faits et des circonstances similaires avant de conclure qu'une devise n'est pas convertible. Bien évidemment, tout cela nécessitera de communiquer en annexe sur les conséquences de la non-convertibilité de la devise, et notamment ses effets financiers, comme on l'a rappelé dans la carte de droite de la slide. En termes de transition, l'amendement est applicable de manière rétrospective, mais selon ce qu'on appelle une approche simplifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va ajuster les capitaux propres d'ouverture sur la base des cours corrigés au 1er janvier 2025, qui est la date d'entrée en vigueur de la norme, et cela sans retraiter les comparatifs. Voilà, donc on a terminé avec les nouveaux textes, c'était rapide. Enfin, le nouveau texte. Je vous propose maintenant d'ouvrir le volet suivant consacré aux décisions IFRIC. Alors, nous n'aborderons que deux et nous vous invitons à prendre connaissance des autres qui sont résumés en annexe à cette présentation, sachant que celle sur l'hyperinflation a été abordée par Lucille lors de son update sur les pays en hyperinflation. Ce qui veut dire qu'on va se concentrer sur... Alors, excusez-moi, il y a un bruit de fond. Je ne sais pas si la personne qui... merci. Ce qui veut dire que l'on va se concentrer sur la décision IS 38 qui fait écho à celle sur les engagements pris par les entreprises en matière de transition climatique, et qu'on va aussi faire un suivi de celle qui a été publiée en 2024 sur l'information sectorielle IFRS 8. Et Lucille, pour commencer, c'est à toi l'honneur avec la première. Oui, merci, merci Daniel. Alors, donc, cette décision de l'IFRIC sur les activations des dépenses environnementales, comme rappelé sur la slide déjà, elle s'inscrit dans la prolongation de la décision de mars 2024 sur le provisionnement des engagements liés au climat, où l'IFRIC n'avait pas conclu sur la contrepartie à l'actif en cas de comptabilisation d'une provision. Dans le fact pattern analysé, l'entité qui a pris un engagement de réduction de ses émissions d'ici une date donnée a élaboré un plan de transition qui a fait l'objet de communication publique et qui prévoit l'acquisition de crédits carbone et des investissements dans des programmes de R&D visant à développer des solutions de réduction des émissions. Et il est précisé que ces engagements sont analysés comme créant une obligation implicite qui, pour rappel, est un critère nécessaire à la comptabilisation d'une provision. Alors, sur la question des crédits carbone, l'IFRIC a immédiatement écarté le sujet, qui fait l'objet d'un projet de recherche de l'IASB et qui sera inclus dans la 4e consultation d'agenda. Et puis sur la question des dépenses de R&D, l'idée de la saisine ne portait pas tant sur les travaux de R&D que sur l'idée de créer un capital intellectuel à activer. Mais l'IFRIC note l'absence de diversité de pratiques observées et que ces dépenses ne présentent pas de caractéristiques telles qu'elles nécessiteraient un traitement comptable qui soit spécifique. Dès lors, ces dépenses, elles peuvent être comptabilisées à l'actif si elles passent au filtre des 6 critères de capitalisation d'IS 38. Dans le cas contraire, elles figureront en charge. Et puis, dans le cas d'un capital intellectuel qui est généré en interne, on sera bien sur un impact PNL. Voilà très rapidement pour cette décision. Et donc, voilà, en conséquence de tout ça, l'IFRIC a pris la décision de ne pas normaliser sur le sujet. Et puis, pour la partie comptabilisation des crédits carbone, à suivre de ce qui ressort de la 4e consultation d'agenda. Et puis juste un petit rappel quant au fait que l'ESMA avait publié l'année dernière une publication sur la comptabilisation des quotas de CO2. Donc, toujours possible de s'y référer pour voir les différents traitements comptables applicables actuellement. Merci Lucille. Donc, un renvoi au calendrier grec pour les crédits carbone. Si je puis m'exprimer ainsi. La seconde décision sur laquelle nous avons voulu revenir
c'est la décision sur IFRS 8. Alors, elle n'est pas vraiment nouvelle puisqu'elle date de juillet 2024. Nous avons pensé qu'il était quand même utile d'y revenir et de partager avec vous quand même quelques éléments de benchmark pour vous aider dans votre réflexion si celle-ci n'était pas finalisée lors de la clôture précédente. Pour rappel, cette décision est venue clarifier la façon d'appliquer le paragraphe 23 de la norme IFRS 8 qui impose de présenter certains éléments de produits et de charges relatifs à chaque secteur en fonction de leur présentation ou de leur inclusion dans le résultat sectoriel. Et plus spécifiquement, l'IFRIC a précisé déjà qu'il était obligatoire de présenter les montants visés par le paragraphe 23 si ils étaient régulièrement fournis au CODM, ou alors au principal directeur opérationnel, même s'il n'était pas inclus dans le résultat sectoriel, et que l'information devait également être fournie lorsque ces mêmes montants étaient seulement inclus dans le résultat sectoriel, même s'ils n'étaient pas fournis séparément au principal décideur opérationnel. S'agissant des produits et charges significatifs tels que visés par le paragraphe 23F, l'IFRIC en a profité pour rappeler qu'il ne devait pas se limiter aux éléments non récurrents ou inhabituels qui sont listés par le paragraphe 98, comme par exemple les impairments de goodwill, les restructurations ou les litiges, mais qu'il devait aussi inclure les produits et les charges plus récurrentes, comme les charges de personnel. Il est également ressorti que le principe de matérialité appliqué à l'identification des informations à inclure dans le résultat sectoriel devait être apprécié non seulement sous l'angle quantitatif, mais également sous l'angle qualitatif, et ce, dans le contexte global des états financiers. Maintenant, et même si certains groupes le font déjà, ça n'implique pas forcément de procéder, ou plutôt de présenter, un compte de résultats complet par segment. En revanche, ça impose de se poser la question sur certaines rubriques significatives du compte de résultats et d'apprécier leur importance relative, notamment en vérifiant avec une revue croisée la façon dont elles sont éventuellement reprises dans les informations qui sont données en dehors des états financiers, dans les communications externes comme le rapport de gestion, les communiqués de presse et autres présentations à l'Assemblée générale. Et pour vous aider dans votre démarche, nous avons pris la liberté de faire un état des lieux des entreprises qui avaient fait évoluer leur information IFRS 8 avec un petit benchmark intéressant que nous vous proposons de partager avec Lucille, qui, au cas d'espèce, est la mieux placée pour en parler. Oui, merci Daniel. Du coup, effectivement, on s'est interrogé sur la mise en œuvre de cet agenda Decision dans les comptes 2024 d'un panel de sociétés cotées françaises et européennes, et ce, tout secteur d'activité confondu. Alors, on note des évolutions favorables, puisqu'on a quand même presque 20% des sociétés du panel qui ont enrichi leurs informations sectorielles, majoritairement en ajoutant 3 ou plus d'informations. Et on note par ailleurs que parmi les groupes qui n'ont pas fait évoluer l'information présentée, on en avait quand même déjà 20% qui présentaient un PNL complet ou quasi complet par secteur, en descendant pour certains jusqu'au résultat net. On va revenir dans les slides suivantes sur quelques exemples de bonnes pratiques qu'on a pu observer. Mais avant ça, Émilie, est-ce que tu pourrais nous apporter l'éclairage du régulateur, s'il te plaît, sur la mise en œuvre de cette décision, notamment au titre de ce que vous avez pu constater dans le cadre de vos revues? Oui, merci Lucille. Alors effectivement, je vais parvenir sur les demandes de cet IFRIC IFRS 8 qui réaffirme la nécessité de présenter pour chaque secteur une mesure de profit. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est que certains émetteurs ont fait évoluer l'information qu'ils communiquent. Néanmoins, on constate et on note que pour d'autres, la nécessité de se réinterroger sur la décomposition par secteur des informations requises. Encore une fois, dans le contexte actuel, il nous semble que certaines de ces informations pourraient revêtir un caractère et une importance plus particulière pour un lecteur des états financiers. Je pense notamment aux charges significatives. Alors, selon le secteur dans lequel les sociétés opèrent, il pourrait être intéressant de communiquer sur les charges de personnel, le prix de l'énergie ou encore les charges d'intérêt. Donc, de l'amélioration, mais encore pour certaines, mais encore des zones d'amélioration pour d'autres. Merci beaucoup, Émilie. Donc, sur cette slide et puis la suivante, on a pris... on vous présente quelques illustrations. Déjà, celui du groupe Atos, qui présente désormais les charges de personnel par secteur opérationnel présentées. Charges de personnel dont le montant est significatif lorsqu'on regarde le PNL conso du groupe. Le groupe Bouygues également, qui pour le coup présentait déjà un PNL quasi complet par secteur,
mais qui, comme il l'explique dans ses principes comptables, a étendu l'information présentée en ajoutant des données complémentaires, notamment des éléments inclus dans le ROC qui sont significatifs au regard du PNL conso, les achats consommés, les charges de personnel et les charges externes. Et puis, sur cette slide, on a pris le parti de vous montrer 2 sociétés allemandes, puisque sur les 13 groupes allemands du panel, 9 ont fait évoluer leur information sectorielle, sachant que pour les autres, on en avait 3 qui présentaient déjà un PNL complet ou quasi complet par secteur. Donc, dans les illustrations, on a le groupe Bayer qui désagrège désormais la ligne dépréciation, amortissement, impairment, et qui présente également 2 lignes significatives du PNL conso, les cost of goods sales et les selling expense. Et puis, le cas de Deutsche Box, qui présente désormais 2 lignes complémentaires, toujours au titre des charges de personnel, qu'on revoit quand même assez souvent, et des autres charges opérationnelles, qui sont toujours 2 lignes significatives quantitativement au niveau du PNL conso. Donc, voilà pour les quelques exemples de bonnes pratiques qui sont bien sûr pas exhaustifs, mais qui ont surtout pour objectif de nourrir la réflexion pour les prochaines clôtures. Merci, Daniel, merci Lucille, merci Lucille. Donc un benchmark quand même très utile pour avancer dans la réflexion et se comparer à d'autres acteurs du marché. Alors une fois n'est pas coutume, je vous propose de commencer, enfin de nous attarder tout d'abord un petit moment sur les prochaines échéances avant de finir avec l'acte 5 de cette conférence sur le climat et la connectivité. Alors, quand je parle d'échéance, je vise celles de 2026 et 2027, pardon, qui doivent être dans le viseur dès aujourd'hui, notamment si des impacts sont attendus ou si des adaptations des systèmes sont à prévoir. Alors, après quelques mots sur le programme de travail de l'IASB, Eglé nous livrera quand même des réflexions, plutôt les réflexions en cours sur l'amendement attendu d'IFRS 9 sur les Power Purchase Agreements, les PPA, ainsi que les clés de lecture des amendements qui sont liés à la décomptabilisation des passifs financiers dans le cas des paiements électroniques, comme par exemple les virements. Nous terminerons ce volet avec un morceau de choix, IFRS 18, et un focus sur quelques enjeux et points d'attention sur des sujets qui font l'objet de pas mal de discussions en ce moment. Et donc, pour commencer, tout d'abord, le panorama des sujets à venir avec le work plan pêle-mêle. Et donc, en dehors des sujets que nous aborderons quand même plus spécifiquement, tout d'abord les améliorations annuelles applicables en 2026 avec le fait qu'il faut avoir en tête quand même l'amendement d'IFRS 9 sur la comptabilisation des abandons de loyer qui serait obtenu par par un preneur, pardon, qui pour le coup ne résout pas du tout le conflit avec IFRS 16 et notamment le problème de la comptabilisation de la contrepartie de l'abandon. Est-ce que c'est un right of use? Est-ce que c'est le PNL? Ce qui au final apporte plus de confusion qu'autre chose. Alors en ce qui concerne maintenant le projet Goodwill sur la simplification des tests de dépréciation et l'enrichissement de l'information donnée sur les acquisitions, l'IASB a poursuivi sa délibération suite aux feedbacks qui ont été reçus dans le cadre de l'exposé sondage et a commencé à faire évoluer, on va dire timidement à certains endroits, ce projet. Il y en a une même pour le projet FICE, Financial Instrument with Characteristics of Equity, qui vise à clarifier la bifurcation entre dette et equity des instruments émis. Et je pense que l'IMA aura probablement l'occasion d'y revenir lors d'une prochaine conférence sur l'actualité IASB. Sur la mise en équivalence, les premières discussions ont eu lieu suite au feedback de l'exposé sondage, sans qu'aucune décision n'ait été prise à ce stade. Pour rappel, cet exposé sondage est censé quand même apporter des précisions pratico-pratiques sur la comptabilisation des acquisitions par étapes, les variations de pourcentage d'intérêt ou même les transactions intra-groupes, qui est quand même assez utile compte tenu du silence actuel de la norme IS 28. Et puis à côté de ça, des projets de recherche qui ont été enclenchés sur les actifs incorporels et le tableau de trésorerie, et dont je vous épargnerai le contenu car on est encore au stade des prémices, même si certaines orientations de réflexion ont été prises. Alors voilà en quelques mots les sujets à venir, et pour commencer, Eglé, quoi de neuf du côté des PPA? Merci Daniel. Donc là, effectivement, ça fait quelques années déjà qu'on vous parle des PPA, Power Purchase Agreements, de ces contrats qui sont très importants pour la transition écologique des entreprises, car ils permettent de sécuriser l'accès à de l'électricité verte sur des longues périodes, et en plus, ils permettent de bénéficier des garanties ou certificats d'origine, donc qui permettent de compenser les émissions de CO2. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas du tout de rentrer dans le détail des mécanismes, mais rappeler les enjeux comptables et expliquer en quoi les nouveaux amendements devraient faciliter la vie des entreprises. Donc regardons les enjeux tels que résumés sur le schéma.
Donc, pour les PPA physiques, avec livraison d'électrons chez l'acheteur, comme l'électricité sous-jacente, éolienne ou solaire est intermittente, et donc du coup, des reventes de l'électricité peuvent survenir, se pose la question de si ces reventes sont toujours compatibles avec le critère on use. Pour rappel, dès lors que ces contrats ne sont pas comptabilisés selon d'autres normes comme IFRS 16 ou IFRS 10, seule la qualification on use permet d'échapper finalement à la norme IFRS 9 pour éviter que ces contrats ne soient traités comme des dérivés à la juste valeur au bilan. Côté VPPA, donc les contrats virtuels qui sont des swaps sans flux d'électrons, là, c'est clair que c'est la norme IFRS 9 qui s'applique, donc se pose la question de pouvoir les qualifier en couverture cash flow hedge pour limiter la volatilité du compte des résultats. Mais avec la décision de l'EFRIC en 2019 sur les load following swap, on avait vraiment du mal à les documenter en couverture du fait de l'interdiction de documenter des expositions variables et inconnues en tant qu'élément couvert. Et comme vous le savez, la plupart de ces contrats portent sur un volume d'électricité qui est inconnu, qui est as produced par le parc sous-jacent. Donc, heureusement que l'ISB est conscient de toutes ces difficultés et merci à l'ISB d'avoir publié ces amendements fin 2024 qui devraient permettre de finalement plus facilement potentiellement qualifier ces contrats physiques de on use et aussi qui permettent d'assouplir les contraintes de la comptabilité de couverture. Ils apportent aussi de nouvelles informations annexes et noter qu'ils seront applicables à partir de 2026, mais avec possibilité d'application anticipée, sous réserve bien sûr d'adoption en Europe. Et un petit message, dernier message, c'est que le champ d'application de ces amendements, il est quand même relativement restreint. Il ne porte que sur des contrats qui exposent l'entité à la variation des volumes d'électricité du fait de l'origine naturelle incontrôlable sous-jacente. Donc, notamment électricité, par exemple, solaire ou éolienne est visée, mais surtout pas le fossile ou le biomasse qui serait exclu. Et aussi, les garanties d'origine dont j'ai parlé ne sont pas embarquées. Ils feront l'objet d'un projet dédié de l'ISB. Donc, si on passe et qu'on regarde de plus près sur la slide suivante les contrats physiques, donc côté acheteur, effectivement, des précisions sont apportées, mais elles ne visent que des contrats bien spécifiques qui, en plus d'être issus de l'électricité naturelle incontrôlable par l'homme, doivent présenter les deux critères suivants. D'abord, ils doivent exposer l'entreprise au risque d'excédent à tout intervalle de livraison du fait de l'obligation de l'entreprise de racheter l'électricité au fur et à mesure qu'elle est produite. Et en plus, l'entreprise ne peut pas pouvoir contrôler le timing de la revente du fait de la structure de marché dans laquelle elle opère. Ce deuxième critère un peu abscon, en fait, vise surtout l'impossibilité de l'entreprise de stocker l'électricité sous forme, par exemple, de batterie. Et on coche assez facilement ce critère actuellement du fait des coûts assez prohibitifs de telles solutions de stockage. Donc, une fois qu'on s'est assuré qu'on rentre bien dans le champ de ces précisions, l'ISB nous rend la vie plus facile en précisant que les reventes ne vont pas remettre en cause le caractère on use pour ces contrats, dès lors que l'entreprise reste l'acheteur net, c'est-à-dire qu'elle rachète suffisamment d'électricité sur le même marché pour compenser les reventes qu'elle a effectuées, et ceci dans un délai raisonnable, donc ne dépensant pas en règle générale 12 mois. À noter que cette précision et le nouveau test de l'acheteur net, il est vraiment visé que pour ces contrats. On ne pourra pas s'en prévaloir pour d'autres contrats d'achat ou vente de matières premières, même pour d'autres contrats d'électricité plus classiques, non renouvelables. Donc, si on regarde de plus près, on a déjà listé sur l'autre slide quelques problématiques d'ordre pratique liées à l'application de ces amendements côté acheteur pour les PPA physiques. On n'aura pas le temps de les dérouler tous et surtout, la liste ne vise pas d'être exhaustive. Mais regardons par exemple le premier sujet de plus près qui traite des contrats dont finalement la variabilité de volume est limitée. Car par exemple, il peut avoir un plafond d'achat ou il peut s'agir des contrats de type baseload qui prévoit un achat d'un montant fixe d'électricité, par exemple fondé sur les projections statistiques de la production du parc en question, et se pose la question de si ces contrats sont éligibles aux amendements.
Et selon nous, la bonne nouvelle est que oui, ils sont tout à fait éligibles, car même s'il y a une certaine limitation de la variabilité des volumes, finalement, il existe une incertitude sur le timing exact à laquelle l'électricité va être livrée. Et donc, ils exposent l'entreprise au risque d'excédent et de la revente à tout intervalle de livraison. Le deuxième sujet concerne vraiment, il est assez fréquent en France, et il concerne la revente de l'électricité auprès des agrégateurs, qui peut être imposée par la réglementation. Et donc, une fois que l'entreprise a revendu cette électricité auprès de l'agrégateur, après, elle va racheter des volumes similaires ou différents auprès d'un autre tiers qui est le fournisseur. Et donc, du coup, ça ne sera pas vraiment de l'électricité verte. Et se pose la question de comment appliquer le test de l'acheteur net à ce PPA original et de manière plus large, comment analyser l'ensemble des 3 contrats. Sachez que le sujet est vraiment loin d'être facile et donc il y a des discussions de place en cours. Et vu la diversité des variantes, parce que par exemple, dans certains cas, on va racheter exactement le même volume d'électricité et dans d'autres cas, le montant va être différent et le risque d'intermittence va être transféré au tiers. Donc, compte tenu de cette diversité d'avantages, il est difficile d'avoir une approche holistique. Mais pour des cas, on va dire, les plus simples, où les volumes rachetés sont exactement identiques, on pourrait considérer déjà dans le référentiel actuel que finalement, on va analyser l'ensemble des flux de 3 contrats en substance et donc du coup, on va assimiler les contrats de rachat et de revente finalement à de la simple prestation de livraison et donc on va pouvoir qualifier les contrats de on-use. Et pour finir, regardons le sujet 4 qui traite de l'incapacité pratique de contrôler les reventes. Donc, même si aujourd'hui, c'est clair qu'on peut se prévaloir des amendements, demain, dans un futur incertain, on ne sait, peut-être des solutions de stockage plus abordables vont se développer. Et donc, à ce moment-là, comme l'analyse on-use doit être faite en continu, on ne pourra plus appliquer les amendements. Donc, ils ont vraiment une durée de vie limitée et il faut l'avoir en tête pour la partie on-use. Et maintenant, si on regarde les nouveautés concernant le hedging sur la page suivante, on a de nouveau de bonnes nouvelles. Donc déjà, il faut savoir que désormais, les entreprises pourront tout à fait couvrir un volume variable d'achat futur d'électricité, et ceci même si le volume est inconnu à l'origine, dès lors que ce volume est aligné avec la production du parc sous-jacent. Et ceci ne va pas être source d'inefficacité. Mais en revanche, les autres dispositions d'IFRS 9 relatives notamment à la mesure d'inefficacité n'ont pas été modifiées. Donc, il faudra toujours identifier d'autres sources potentielles d'inefficacité, comme les différences de timing ou différences de marché. Et donc, du coup, il faudra toujours suivre cette inefficacité. Et une deuxième bonne nouvelle, mais cette fois-ci uniquement pour les producteurs, concerne la démonstration du caractère hautement probable des ventes futures couvertes. Donc, les producteurs en seront exemptés de cette démonstration, notamment pour les montages du type S-Produced. Finalement, le VPPA porte exactement sur le volume produit. Et donc, du coup, par définition, cette vente future, elle est certaine. Donc, il y aura... Par contre, l'acheteur, de son côté, il ne sera pas exempté. Il devra toujours démontrer le caractère hautement probable de vente, des achats futurs couverts. Et à droite, quelques problématiques liées au VPPA qu'on a identifiées qui ne sont pas forcément liées au hedging. Par exemple, lorsque c'est le cas général, lorsque vous mettez en place un VPPA, c'est finalement les garanties d'origine sont incluses dans le même package, dans le même contrat. Et donc, se posera la question de comment on bifurque les différentes composantes, car le VPPA rentre dans le champ d'application des FRS 9 et les garanties d'origine non. Donc, comment on bifurque les différentes composantes à l'origine et éventuellement, pour simplifier la vie, si on ne peut pas désigner l'ensemble du contrat à la juste valeur par le résultat d'application des FRS 9. Et pour finir, au point 3, on observe aussi l'émergence des nouveaux contrats VPPA dont la jambe pseudo-fixe n'est pas tout à fait fixe parce qu'elle est indexée sur l'inflation. Et là, se pose la question de si cette variable inflation, qui n'est pas forcément présente dans l'exposition couverte, finalement, si elle permet de démontrer l'existence du lien économique,
Et si on considère qu'on peut toujours appliquer le cash flow hedge, comment appréhender finalement cette indexation sur l'inflation dans la mesure d'efficacité? Est-ce qu'il faut ou non modéliser le dérivé hypothétique parfait en tenant compte de cette indexation sur l'inflation? Donc, un sujet à suivre si vous êtes concerné. Et pour terminer le chapitre PPA, regardons au slide suivant les informations annexes et les modalités transitoires. Donc, une fois pas coutume, de nouvelles informations sont exigées, mais uniquement sur les contrats qui rentrent dans le champ restreint des amendements. Et elles concernent surtout les PPA physiques. Donc, bien sûr, les termes de contrat devront être décrits, mais aussi on devra expliquer les montants comptabilisés sur l'exercice, comme les achats effectués, les achats qui n'ont pas été utilisés et qui ont fait l'objet des rachats compensatoires. Par ailleurs, les engagements non comptabilisés devront être indiqués, notamment les prévisions des achats futurs restant effectués, mais aussi le risque éventuellement que le contrat devient onéreux. Et pour le hedging, pas vraiment de nouveautés. Les règles spécifiques d'IFRS 7 historiques s'appliquent, mais l'ISB a précisé que les contrats PPA constituent une classe spécifique de contrat pour les besoins de ces informations en annexe. Et donc, du coup, pour la transition, comme déjà précisé, a priori, on devrait pouvoir appliquer par anticipation ce texte dès lors que l'Europe l'adopte. Et donc, on espère bien que ce sera fait avant le 30 juin. Mais si on se retrouve avec le scénario où l'adoption européenne traîne un peu malgré le fast track et que le texte n'est pas adopté pour l'arrêté des comptes, finalement, on sera face à exactement la même situation qu'on a déjà vécue à fin 2024. Et donc, les approches déjà appliquées fin 2024 devront être maintenues. Et pour les modalités transitoires, notez bien que pour les PPA physiques et pour l'application du critère en news, on va se positionner à la date de première application. Donc, par exemple, le 1er janvier 2026, s'il n'y a pas d'application anticipée, et pour apprécier notamment l'éligibilité aux news et effectuer le test initial de l'acheteur net. Et surtout, il n'y a pas d'obligation de retraiter le comparatif. Alors que côté hedging, c'est clair que l'application ne peut être que prospective si finalement les VPPA sont documentés en couverture grâce à ces amendements. Voilà donc en quelques mots les PPA et je pense que le régulateur a quelques mots à dire aussi sur le sujet. Oui, en fait, merci Eglé. Je saisis l'opportunité de se focus sur ces contrats d'achat d'électricité pour rappeler qu'il va y avoir, enfin pour vous informer plutôt, qu'il va y avoir une publication à venir fin juin de décisions de l'ESMA, dont une est relative aux disclosures qui sont attendus dans le cadre des contrats virtuels d'achat d'électricité et qui revient sur donc du coup sur les niveaux de juste valeur. Donc ça me permettait voilà d'introduire ces publications à venir. Il y a d'autres décisions qui concernent les tests de dépréciation de goodwill, la notion de contrôle et regroupement d'entreprises. Et nous vous invitons à en prendre connaissance dès lors qu'elles seront publiées. Donc normalement fin de ce mois-ci. Merci, Amélie. Donc, effectivement, c'est vraiment important, la transparence dans les comptes sur les effets de ces contrats. Donc, du coup, passons à l'autre sujet, finalement, un autre amendement à la norme IFRS 9 qui aussi a été publié en 2024 et sur la slide suivante et qui aussi va s'appliquer à partir de 2026 et qui peut d'ores et déjà être appliqué pour 30 juin 2025. J'attends juste que le slide change. Merci. Et donc, du coup, il va concerner surtout les banques pour leur crédit indexé sur les critères ESG, car le critère SPPI a été clarifié. Mais on va surtout se concentrer sur les amendements qui sont le plus impactants pour les corporates et qui concernent la date de décomptabilisation des actifs et passifs en lien avec des virements électroniques qui prennent plusieurs jours à être exécutés. Donc, notamment, l'ISB a clarifié que finalement, lorsque vous réglez par virement électronique une dette, par exemple dette fournisseur, la dite dette et le cash associé ne peuvent être décomptabilisés qu'en date de règlement, donc au moment où le bénéficiaire reçoit les fonds. Et que ce qui est différent des pratiques historiques de la plupart des groupes français qui finalement décomptabilisaient ces montants dès la date où le virement était initié. Donc, heureusement, l'amendement prévoit aussi un traitement dérogatoire qui consiste finalement à maintenir cette pratique de
décomptabilisation dès la date de virement, mais qui est soumis aux conditions. Donc, uniquement si les 3 critères suivants sont réunis, notamment l'entreprise n'a pas de capacité pratique d'annuler l'ordre de paiement une fois qu'il est parti, elle n'a pas de capacité pratique d'accéder aux sommes en transit, et en plus, le risque de règlement du système est non significatif. Uniquement dans ce cas-là, elle pourra maintenir la décomptabilisation en date de virement. Et donc, bien sûr, nous vous invitons à étudier vos systèmes applicables et donc pour s'assurer que vous pourrez utiliser ce traitement dérogatoire. Un autre point important, c'est que cette option, ce traitement dérogatoire n'est pas ouvert au virement entrant ni au paiement par chèque. Donc, clairement, ce texte va générer des changements de pratique dans les 2 cas suivants. Donc, le premier, pour les règlements électroniques sortant lorsque le traitement dérogatoire n'est pas appliqué, ce qui risque de créer plusieurs niveaux de complexité. D'abord, il faudra déjà pouvoir identifier dans les systèmes la date exacte à laquelle le bénéficiaire reçoit les sommes, car uniquement à cette date-là, on pourra décomptabiliser le passif. Et en plus, comme le cash en cours de transit n'a pas été comptabilisé selon ce traitement de base, finalement, et comme il n'est pas forcément disponible pour le groupe, il faudra fournir en annexe des informations spécifiques justement sur le fait que ces sommes ne sont pas vraiment plus disponibles. Et bien sûr, le deuxième changement, ça concerne les chèques où finalement, on devra attendre la date de règlement pour pouvoir décomptabiliser les sommes, ce qui arrivera bien plus tard que selon les pratiques historiques des groupes. Et pour finir, n'oublions pas l'importance des informations en annexe selon IS8 pour indiquer les impacts attendus de ces amendements dès lors qu'ils sont connus. Donc, merci beaucoup et on passe à un bien plus gros morceau qui est IFRS 18. Merci Eglé. Alors, et croisons les doigts pour une adoption dans les temps sur les PPA. Sinon, ce que j'ai compris, c'est qu'on garde effectivement la même ligne qu'au 31 décembre 2024. Alors, effectivement, parmi les prochaines échéances qui vont arriver vite, IFRS 18, et puis comme je dis, comme en introduction, l'idée est de se concentrer sur quelques sujets dont une grande partie est encore en débat, mais en vous livrant, quand cela a été possible, des éléments de réflexion. Donc, rien d'exhaustif, loin de là. Et puis, comme pour tout, il faut commencer par un début, et quelques rappels déjà sur les objectifs de la norme s'imposent. On est sur un texte qui est censé quand même répondre aux demandes des investisseurs pour que l'info sur la performance financière, soit la plus transparente possible, la plus cohérente, la plus comparable, mais aussi en proposant une structure du compte de résultat plus aboutie et en ouvrant la possibilité de présenter des indicateurs de mesure de la performance, tout en encadrant aussi un peu plus la façon de regrouper ou de désagréger les informations en termes de les informations. Alors, en termes de calendrier, il faudra être prêt pour 2027 et même avant, en 2026, compte tenu de l'obligation de présenter les comparatifs selon le nouveau format, avec en prime une réconciliation avec le compte de résultat qui a été présenté selon le format antérieur. De fait, ça va impliquer de penser dès à présent à préparer l'attelage, notamment en termes de process IT, en déterminant si les adaptations des systèmes d'information de reporting sont nécessaires. Et puis, comme certains agrégats du compte de résultat vont probablement bouger, accorder sûrement une attention toute particulière aux accords juridiques divers et variés, dont les effets peuvent évoluer, comme par exemple les covenants des dettes ou les accords de rémunération. Donc, si ce n'est pas déjà fait, un chantier à ouvrir rapidement. Alors, comme j'ai dit, une présentation du compte de résultat plus structurée pour assurer une meilleure comparabilité qui devrait être garantie via un découpage des produits et des charges en 3 catégories, nouvelles et qui sont distinctes, opérationnel, investissement et financement, plus les 2 catégories que vous connaissez déjà, qui sont liées à l'impôt et aux activités non poursuivies, IFRS 5. En face de cela, IFRS 18 légifère aussi en termes de sous-totaux, puisque 2 sous-totaux obligatoires font leur apparition avec le résultat opérationnel et les résultats avant financement et impôt, qui lui se définit comme incluant le résultat opérationnel plus tous les produits et charges de la catégorie investissement. Il sera également possible de présenter des sous-totaux supplémentaires comme la marge brute ou le résultat opérationnel avant amortissement et dépréciation, pour autant qu'ils contribuent à la présentation d'un résumé structuré utile de la performance financière. Enfin, autre point clé de la présentation du compte de résultat, puisque le classement de certains produits et charges
peut être impacté par la nature des activités principales du groupe, qu'on appelait MBA, Main Business Activity. Par exemple, si celui-ci a comme activité opérationnelle principale une activité d'investissement immobilier, les foncières notamment, ou alors d'octroi de financement à des clients comme les établissements bancaires. Alors, cette appréciation devra reposer sur des éléments probants tels qu'ils vous sont rappelés sur la slide et devra être réalisée au niveau de l'entité qui présente les comptes avec une conclusion potentiellement différente de celle qui serait retenue au niveau de la filiale si celle-ci constitue ou présente un palier de consolidation. Bon, maintenant, Lucie, que peut-on dire de plus précis sur cette nouvelle présentation ? Oui, alors si on s'arrête sur les 3 nouvelles catégories du compte de résultat, on a en premier lieu la catégorie operating, qui est la catégorie par défaut, c'est-à-dire qui va inclure tous les produits et les charges qui ne sont pas inclus dans les autres catégories, y compris, comme l'indique la norme, ceux qui sont volatiles et non récurrents, et donc peu importe leur caractère inhabituel. Dans les autres sujets qui sont liés à la présentation du compte de résultat, sous IFRS 18, les charges opérationnelles peuvent être présentées par nature, par fonction ou de manière mixte, choix qui n'est pas totalement libre, puisque la présentation retenue doit être fonction de l'information qui est la plus utile et qui reflète la manière dont l'activité est pilotée, et ce, en tenant compte également de la pratique du secteur. Et puis, pour les groupes qui retiennent une présentation des charges opérationnelles par fonction, la norme demande entre autres des informations additionnelles en annexe sur la nature de ces charges. Daniel vient de l'évoquer, mais l'identification des activités principales n'est pas neutre, puisque la catégorie operating inclut les produits et les charges qui proviennent des activités principales de l'entité, ce qui veut dire que certains produits et charges qui seraient par exemple placés en investing pour une entreprise sans activité principale spécifiée pourraient devoir être classés en operating pour une foncière dont l'activité est d'investir dans des actifs particuliers. Enfin, la norme autorise la présentation d'un sous-total RO plus produits et charges liés aux mises en équivalence s'il est nécessaire pour fournir un résumé structuré utile du compte de résultat. En revanche, il ne sera plus possible de présenter la quote-part de résultat net des mises en équivalence au sein du RO, puisque tous les résultats de mise en équivalence devront être classés dans la catégorie investing. Catégorie investing qui va donc inclure les produits et les charges des mises en équivalence, du cash on cash équivalent et des investissements qui génèrent des cash flows largement indépendants des autres ressources de l'entité, par exemple les immeubles de placement et les créances de loyer attachés. Ce qui veut dire qu'en pratique, certains éléments qui sont aujourd'hui classés dans le résultat financier devront être reclassés dans la catégorie investing, comme les produits d'intérêt et les dividendes reçus de placement financier. Et puis, pour finir sur cette catégorie financing, on va retrouver 2 catégories de produits et charges. Ceux liés qui sont aux opérations qui incluent uniquement du financement et ceux liés aux autres passifs qui sont ceux qui possèdent généralement une composante opérationnelle et financière, par exemple les dettes de location. Étant précisé que pour ces autres passifs, on ne retrouvera en financing que les produits et charges d'intérêt, y compris les effets de désactualisation des provisions et les produits et charges issus d'une variation des taux d'intérêt. Alors, on a listé sur la slide suivante quelques-uns des sujets en cours de réflexion, qui sont bien sûr pas exhaustifs, mais relatifs à la présentation de certains produits et charges dans les différentes catégories du PNL. Pour tout ce qui est effet change et résultats des relations de couverture, on a un principe général qui est le classement dans la même catégorie que les produits et les charges sous-jacents. Donc, concrètement, les écarts de change sur les créances commerciales vont aller en operating, là où, hors activité principale spécifiée, les effets de change et de couverture sur emprunt bancaire en devise devraient aller en financing. Dès lors, ce principe, il pose des questions quant au classement des écarts de change qui sont dégagés sur les opérations interco et qui sont donc éliminés en conso. Et les avis sont partagés entre soit un classement en operating par défaut, soit un classement en financing ou en investing de manière cohérente avec la nature de l'opération qui génère l'effet change chez l'entité qui est exposée. C'est-à-dire en financing si c'est lié à l'emprunt ou en investing si c'est lié au prêt. Donc là, on raisonnerait vraiment de manière cohérente avec le classement dans les comptes individuels de la filiale, soit encore un autre classement qui dépendrait par exemple de l'analyse groupe qui rattacherait les écarts de change dans les comptes, qui rattacherait les écarts de change à l'opération de financement externe au niveau du groupe. À ce stade, sur ce sujet, on n'a qu'une réponse non officielle du staff de l'IASB. Première réaction qui repose sur un classement en operating, mais en raison des enjeux, une question sera certainement posée à l'IFRIC ou à l'IASB. Autre sujet qu'on a souhaité rappeler sur la slide, c'est le classement en financier des produits et charges qui sont liés à des passifs résultant d'opérations de financement
au sens d'IFRS 18, qui inclut les engagements de rachat d'actions propres, comme le prévoit la norme au paragraphe B51. Et pour ces passifs, tous les produits et charges associés sont inclus en financing. Mais ça pose la question d'étendre le classement aux réévaluations de put sur NCI, bien entendu pour ceux qui présentent ces réévaluations par PNL. Alors, pourquoi cette distinction avec les puts sur actions propres? Parce que dans le cadre d'un put sur NCI, ce dernier, il arrive au moment de l'acquisition et sa contrepartie, c'est un morceau d'actif net acquis. Et on peut faire le parallèle avec les autres passifs, qui sont ceux qui n'impliquent pas que de la levée de fonds, comme on en a parlé, par exemple les lettres de location, et qui ont en face un droit d'utilisation. Autres passifs, du coup, qui ont cette composante exploitation et cette composante financement, vraiment c'est cette double composante, et pour lesquels on présente en financing que les produits et les charges d'intérêt, comme on vient de le rappeler. Sur cette question des réévaluations de put sur NCI, a priori, on s'orienterait vers une présentation de résultats financiers, mais voilà, les réflexions sont toujours en cours, et on espère que ça aboutisse prochainement. Voilà, pour deux sujets qu'on souhaitait vous présenter. Je te repasse la main du coup, Daniel. Merci Lucile, sachant que bien évidemment sur les puts, merci Lucile, sachant que bien évidemment sur les puts sur NCI, c'est lorsque la méthode qui a été retenue était de les comptabiliser en PNL et pas en equity. Donc IFRS 18 va aussi rebattre les cartes en termes de regroupement et de séparation de l'information, en raison de principes qui sont renforcés pour assurer une organisation un peu plus pertinente des informations dans les états financiers primaires, en expliquant sur quelle base on peut les agréger ou les désagréger avec un credo, donner l'information utile sans l'obscurcir ou réduire la compréhension des éléments qui sont présentés. Alors tout ça repose sur quelques principes structurants, comme le fait de n'agréger les éléments d'actifs, passifs, produits et charges que s'ils présentent des caractéristiques similaires, et à minima, une caractéristique, que ce soit en raison de leur nature, fonction, base d'évaluation, et à contrario, de désagréger les éléments qui présentent des caractéristiques différentes, c'est-à-dire qui n'ont rien en commun. Alors, la mise en œuvre de ces principes doit permettre d'organiser la présentation des rubriques des états financiers primaires et la préparation des notes annexes, avec probablement à la clé une revisite de la pertinence de certaines rubriques et sous-totaux qui sont aujourd'hui utilisés. En l'occurrence, il ne devrait être possible d'insérer des rubriques et des sous-totaux que s'ils participent à la présentation d'un résumé structuré utile des états financiers primaires, ce qui implique par ailleurs qu'ils respectent plusieurs conditions, comme par exemple le fait que les montants insérés soient évalués et comptabilisés selon les IFRS, et surtout qu'ils soient compatibles avec la structure de style, ou plutôt la structure, pas de style, mais la structure imposée par IFRS 18, c'est-à-dire en respectant les règles de classement en operating ou en investing, mais en respectant aussi celles relatives à la non-compensation. Et puis, il faudra probablement être plus précis dans l'utilisation des libellés ou descriptions, de sorte à ce qu'ils reflètent fidèlement les caractéristiques des éléments, comme par exemple en labellisant une rubrique par référence à l'élément le plus significatif, si par exemple il est regroupé avec des éléments non significatifs, et aussi avec probablement la nécessité de réapprécier les rubriques labellisées autres qui sont clairement à éviter. Voilà. Donc, une des premières réflexions à mener, ça va concerner la revue de certaines rubriques que j'appellerais, alors passez-moi l'expression un peu fourre-tout, afin de s'assurer qu'elles ne regroupent pas des éléments par fonction et par nature qui ne seraient pas forcément conformes au paragraphe 79 de la norme IFRS 18. Donc s'interroger sur le contenu de ces rubriques et des caractéristiques des éléments qui la composent pour voir si un travail de filtrage s'avère nécessaire. Dans un registre similaire, il conviendra aussi de s'interroger sur le maintien en l'état de certaines lignes incluant des produits et des charges de nature différente, par exemple des autres produits et charges opérationnelles, par rapport au principe d'agrégation et de compensation, et puis de réfléchir effectivement à l'utilisation de libellés qui seraient un peu plus précis. Et d'une manière générale, je l'ai déjà dit, mais j'enfonce un peu le clou, il faudra quand même entamer une réflexion sur l'évolution de ce qu'on appelle les rubriques autres, qui devraient, pour le coup, être utilisées en tout dernier recours, après avoir envisagé ou en tout cas épuisé toutes les autres solutions. Alors, maintenant, quelles conséquences sur la présentation des sous-totaux? Avec la slide d'après. Avec un premier commentaire général et le fait que la réflexion doit être guidée toujours par le même objectif, c'est-à-dire obtenir un résumé structuré utile des états financiers, notamment de la performance financière. S'agissant plus spécifiquement de certains sous-totaux comme l'EBITDA, il ressort a priori à ce stade de nos réflexions préliminaires que, par définition, il ne serait pas possible d'insérer un tel sous-total dans une
dans un compte de résultat par nature, puisque par construction, cela conduirait à exclure de ce sous-total des amortissements et des dépréciations qui relèvent des rubriques opérationnelles, et dans le même temps, inclure des produits qui relèveraient de la catégorie investissement, comme par exemple les produits d'intérêt ou les loyers des immeubles de placement. D'où un mélange des genres qui ne serait pour le coup pas compatible avec les règles de classement d'IFRS 18. En ce qui concerne le ROC, le résultat opérationnel courant, alors on attire votre attention sur le fait qu'il faudra quand même s'interroger sérieusement sur le maintien d'un tel sous-total en l'état et de sa pertinence au regard de ces principes que j'ai rappelés à l'instant, et donc de réfléchir à une évolution. Alors, évolution qui pourrait passer par un nouveau label, plus adapté et plus explicite, si l'objectif est de permettre aux lecteurs d'état financiers d'identifier aisément des produits et des charges qui en sont exclus, comme par exemple pour isoler un impairment très significatif qui a été reconnu sur la période. Et cette évolution devrait aussi se faire dans le respect des principes d'agrégation d'éléments qui sont similaires. Ça veut dire que cela ne devrait pas conduire a priori à retrouver au-dessus et en dessous d'un tel agrégat des éléments par nature identiques, comme par exemple les amortissements. Enfin, ces mêmes contraintes de classement de produits et de charges sonnent la fin, ou plutôt la disparition du résultat financier ainsi que du coût de l'endettement net, qui sont des montants nets de produits d'investissement et de charges de financement qui relèvent de fait de deux catégories différentes qui ne peuvent être mélangées. Et donc, Lucille, c'est à toi pour les MPM. Oui, merci. Donc, sur les MPM, déjà un rappel sur les trois composantes de la définition, sur les conséquences en termes d'identification de ce qu'est un MPM. Première composante, sous-total de produits et de charges non spécifiés par IFRS 18 ou requis par d'autres normes, et c'est-à-dire en ce compris les sous-totaux facultatifs que Daniel a présentés, comme la marge brute. Deuxième composante, utilisée dans les communications publiques en dehors des états financiers. Donc, par exemple, dans le rapport de gestion ou les communiqués de presse, et qui concerne la même période de reporting que les états financiers. Et troisième composante, qui va venir refléter la vision du management sur un aspect de la performance du groupe dans son ensemble. Dans les points importants qui ressortent de cette définition, on peut déjà noter qu'un sous-total de produits uniquement, comme un CA à taux de change constant, ce n'est pas un MPM, tout comme un sous-total du bilan ou du TFT. Par ailleurs, il existe une présomption qu'un sous-total de produits et de charges qui est utilisé dans les communications publiques est un MPM, sauf si sur la base d'éléments tangibles, il est possible de démontrer que ce sous-total ne reflète pas la vision de la direction sur un aspect de la performance de l'entité dans son ensemble. Par exemple, s'il est communiqué sans proéminence ou qu'il n'est pas utilisé en interne pour évaluer et piloter la performance, ou alors qu'il est présenté pour d'autres raisons, par exemple s'il est communiqué en application de dispositions légales ou contractuelles. Alors, la norme demande la présentation d'informations relatives au MPM dans une note dédiée, et vous aurez en annexe de cette présentation la liste des informations en annexe à fournir. Et notamment, parmi ces informations, on a le rapprochement de chaque MPM avec le sous-total ou le total IFRS le plus proche, et réconciliation qui devra présenter l'effet impôt et la part NCI pour chacun des éléments en rapprochement. Pour nourrir la réflexion, vous avez sur la slide quelques-uns des principaux enjeux identifiés à ce stade. Déjà, la question de la qualification de MPM du coût de l'endettement net, qui disparaît du PNL avec IFRS 18, comme l'a rappelé Daniel, et qui est souvent arrimé à l'endettement dette, qui, lui, n'est pas un MPM. Alors, si on déroule la définition, le coût de l'endettement net, il disparaît du PNL, et c'est un sous-total de produits et de charges, donc on coche la première case. Par ailleurs, présomption qu'il s'agit d'un MPM si cet indicateur est communiqué en dehors des états financiers, et cette présomption, elle pourrait s'avérer difficilement réfutable si cet indicateur est suivi en interne par le management pour piloter l'activité. Et ce qui nous semble important de rappeler aussi, c'est qu'au-delà des soucis de qualification de MPM, sur le coût de l'endettement net, on a un véritable enjeu derrière sur la réconciliation avec le sous-total IFRS le plus proche. Autre sujet, mais sur lequel, pour le coup, il semblerait y avoir consensus, c'est de considérer que la détermination de l'effet NCI doit tenir compte des variations de pourcentage d'intérêt intervenues au cours de la période considérée. Et donc, on ne tient pas compte uniquement de la seule position des NCI à la date de clôture. Et puis, pour la partie droite de la slide, on a dit qu'un CA à taux de change constant, ce n'était pas un MPM, puisque ce n'est pas un sous-total de produits et de charges. En revanche, est-ce qu'un sous-total de produits et de charges à taux de change constant peut être considéré comme un MPM ? A priori, oui, s'il s'agit d'un sous-total qui n'est pas prévu par IFRS 18. En revanche,
Quid d'un sous-total qui est ajusté pour tenir compte d'événements futurs ou venir refléter des transactions hypothétiques? Est-ce qu'on peut vraiment dire que cela vient refléter la performance de l'année, puisque la façon dont est défini le MPM fait référence à la performance et qu'il nous semble qu'il s'agit de la performance de l'année, ce qui veut peut-être dire que tout ce qui est hypothétique, justement, ne reflète pas cette performance annuelle. Voilà pour un autre sujet de réflexion. Et Daniel, je te repasse la parole pour le mot de la fin sur IFRS 18. Rien de plus, je crois, à dire sur IFRS 18, si je crois m'en souvenir, avec la slide d'après, puisque la slide d'après, je crois qu'on va basculer. Ah non, c'est Émilie, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, Émilie, toutes mes confuses. Aucun problème. Non, enfin, je vais pas revenir, mais sur le détail de ce que viennent de présenter à la fois Daniel et Lucille, on voit bien qu'il va falloir pour les sociétés se saisir du sujet. Et c'est le message qu'on voulait passer ce matin. C'est effectivement, si le sujet peut paraître peut-être un peu lointain, car la norme, elle entre en application uniquement pour les comptes 2027 avec une application rétroactive en 2026. Elle nécessite, comme vous venez de l'expliquer, des adaptations, une mise à jour des systèmes d'information qui doit être vraiment anticipée dès maintenant. Et aussi réfléchir aux impacts plus larges que pourrait avoir cette norme sur le processus budgétaire, les formules de rémunération. Donc, on voulait vraiment attirer l'attention ce matin des sociétés sur la nécessité de se saisir du sujet dès maintenant et rappeler que, effectivement, vous l'avez indiqué, la norme, elle impose des sous-totaux obligatoires sur la phase du compte de résultat, elle prévoit des sous-totaux optionnels, mais elle n'interdit pas d'en définir d'autres. Et on voulait rappeler aux sociétés de discuter des choix qu'elles feront avec leurs auditeurs avant l'implémentation et également de nous solliciter s'il y avait exercice de jugement important pour s'assurer qu'on partage leur position. Voilà pour les éléments qu'on voulait partager. Merci Émilie, et encore une fois, toutes mes confuses, les plus plates. Donc, conscient du temps qui passe, on va terminer en accélérant un petit peu avec un dernier sujet, le dernier acte, le climat, la connectivité, avec un très rapide tour d'horizon des derniers travaux des 3 normalisateurs. Pas de conséquences en l'état au 30 juin, mais j'ai envie de dire un stay tuned utile dans la perspective de la clôture 2025 qui va arriver vite. Et pour en parler, Lucille, notre superwoman connectée. Merci Daniel. Alors, très rapidement, du coup, sur la connectivité, vous avez sur la slide un rapide état des lieux des travaux en cours, que ce soit du côté de l'IFRS Foundation. Vous avez une page internet dédiée. Vous pouvez notamment retrouver les webcasts sur la complémentarité entre état financier et normes de durabilité. C'est 4 vidéos assez rapides qui expliquent l'objectif de la connectivité et quelles sont les limites aussi qui sont inhérentes au fait que les états financiers et le rapport de durabilité servent des objectifs différents et du coup ne sont pas établis sous le même prisme. Et puis, il y a 3 vidéos sur des thématiques particulières, notamment sur la prise en compte des risques climatiques dans la dépréciation des actifs non financiers. Et on a un autre sur les provisions. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Et ce qui est peut-être important de noter, c'est que parmi les réflexions du staff de l'IASB, suite à l'exploitation des feedbacks sur le climat, il y a l'idée de publier un educational material sur la connectivité et qui serait basé notamment sur cette série de webcasts. Côté ANC, on va y revenir, mais il y a eu la publication en février d'une étude sur la manière de présenter les enjeux climatiques dans les états financiers et dans le rapport de durabilité. Sachant qu'il y a un point important, comme le souligne l'ANC, c'est que ce rapport, il a une vocation pédagogique et il ne revêt pas de caractère normatif. Voilà. Et puis les FRAG mènent également des travaux qui devraient donner lieu à assez court terme. Et on trouvait intéressant de rappeler sur la slide quelle est la définition de la connectivité pour les FRAG, avec cette notion de capacité à intégrer et articuler les informations contenues dans les différentes sections du rapport annuel. Émilie, est-ce que, avant de rentrer dans le détail des travaux de l'IASB, tu souhaitais nous dire un mot sur vos attentes en matière de connectivité ? Oui, juste un rapide mot et davantage pour l'arrêté des comptes annuels. C'est qu'avec les premières publications des états de durabilité pour certains émetteurs, on s'attend à avoir, nous, davantage d'informations communiquées dans les états financiers qui devraient être enrichis au regard des éléments qui auraient été communiqués dans la CSRD. Et effectivement, rappeler que les émetteurs pourront utilement s'inspirer des exemples qui seront de l'IASB qui devraient être publiés d'ici la fin de l'année. Voilà pour nos attentes. Merci Émilie. Donc on va essayer de terminer en 3 minutes.
très rapidement. Alors, en ce qui concerne le déclimat, bon, projet de maintenance démarré en 2023 qui fait écho à l'insistance des investisseurs pour relever le niveau de l'information en lien avec le climat et puis aussi pour pallier peut-être à l'absence de cohérence avec celle qui est fournie en dehors des comptes. Alors, pour y répondre, l'ISB a proposé un document qui se veut quand même pédagogique via le développement de 8 exemples qui viendraient donc accompagner les IFRS existantes, pardon, donc sans toucher une virgule aux normes actuelles. L'idée, c'est de cibler des dispositions des IFRS qui permettent de répondre au mieux aux préoccupations des investisseurs, sans vocation à traiter tous les enjeux comptables en lien avec la problématique qui a été identifiée dans chaque exemple. Et tout cela en restant assez agnostique, parce que l'intérêt de ce petit travail, c'est quand même qu'il soit applicable, quelle que soit la nature de l'incertitude et le secteur d'activité. Alors, vous l'aurez compris, l'idée derrière le projet, c'est via une démarche d'analyse commune, de renforcer la connexion avec les données communiquées dans les autres parties du rapport financier, notamment avec le rapport de durabilité. Et s'agissant de sa date d'application, et comme vous le voyez sur la slide, rien de prévu, ce qui est normal, car on est sur des exemples, c'est-à-dire rien qui change les textes, et donc pas de disposition transitoire non plus. Maintenant qu'on a replanté le décor, où en sommes-nous aujourd'hui de cet exposé sondage, Lucille? Oui, alors cet exposé sondage, comme tu l'as indiqué, l'ISB est actuellement en train d'essayer de la direction du projet. Sur la base des agenda papers du staff pour la réunion de mai, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les exemples soient publiés sous la forme d'exemples illustratifs, ce qui était proposé à l'origine, en accompagnement des IFRS, à l'exception de l'exemple 5 sur les impôts différés, qui finalement était le seul exemple qui n'était pas lié au climat, mais qui a fait l'objet de nombreux commentaires, notamment sur l'articulation entre le fact pattern, qui était jugé peu réaliste, et les dispositions générales d'IS1. Et puis, à noter que les exemples seraient également compilés dans un document unique pour en permettre une diffusion plus large. Dans les autres points notés, on devrait rester sur des exemples autonomes les uns des autres, et on s'attend également à des ajustements spécifiques sur certains exemples, notamment les 2 premiers qui traitent de la question de la matérialité, et qui sont les exemples qui ont reçu le plus de commentaires, et notamment des critiques de la part de répondants qui considèrent que la manière dont l'ISB lit le texte va peut-être au-delà de ce qui pourrait être une information utile, en instituant une exigence d'information minimale dès qu'on parle climat. Voilà, donc l'objectif, c'est également d'obtenir pour l'ISB des feedbacks lors de la 4e consultation d'agenda sur la pertinence de mener des travaux complémentaires sur le climat, et notamment sur tout ce qui est aspect connectivité. Et justement, en parlant de connectivité, ça me permet de faire la transition avec le sujet suivant et la publication par l'ANC d'un rapport au mois de février qui explore ces liens justement entre état financier et rapport de durabilité. Rapport structuré en 3 parties. Une première qui explore les exigences de publication des ESRS sur les enjeux climatiques et les principes comptables qui sont applicables dans les états financiers, ainsi que les différences conceptuelles entre les 2 référentiels, qui font que certaines informations qui sont requises par les ESRS n'ont pas forcément d'impact sur les comptes. Deuxième partie qui illustre la mise en œuvre de ces dispositions normatives avec des cas pratiques sur des secteurs particulièrement exposés, notamment l'énergie. Et puis la dernière qui ouvre des pistes de réflexion sur la mise en œuvre de la connectivité. Voilà, donc on réinsiste sur le caractère pédagogique de cette étude. L'objectif, c'est vraiment de nourrir la réflexion. Mais voilà, c'est vraiment un rapport qui est très intéressant à lire, donc n'hésitez pas à vous y référer. Et je te repasse, voilà. Moi, j'en ai fini pour la connectivité. Je te repasse la main, Daniel, pour clore cette présentation. Merci Lucie. Donc des projets qui, je l'espère, permettront de mieux appréhender ces enjeux avec le pragmatisme adéquat et de répondre aux préoccupations de l'ensemble des parties prenantes. C'est effectivement le mot de la fin. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous avons terminé avec, je suis désolé, et je vous prie de m'en excuser, avec 5 minutes de retard. Et je repasse le micro à Sonia. Un grand merci vraiment à toutes et tous. C'était très clair. On est toujours extrêmement surpris du nombre de sujets que l'on doit traiter pour les clôtures, y compris les clôtures semestrielles. Ça témoigne de la vitalité des normes. Mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Il n'y a pas de sujet. En tout cas, c'est très clair puisque je crois qu'il y a peu de questions, même pas de questions. Vous avez été vraiment très pédagogique, très complet. Vous avez vraiment brossé un panorama presque exhaustif de tout ce qu'il faut savoir pour la clôture. Donc vraiment, mille merci pour ça. Merci pour les compléments que vous avez apportés sur IFRS 18. Quelques rappels, mais aussi des points de vigilance et des points d'interrogation qui trouveront, j'espère, leur aboutissement au cours des prochains mois. Encore une fois, ce sont des sujets, bien sûr, qu'on va revoir, tout ça, connectivité, IFRS 18, mais vraiment un grand merci pour votre première approche.
Émilie, c'était très clair aussi, et c'était très agréable d'avoir vos positions sur tous ces sujets-là. Vous avez parfaitement joué votre rôle de vigilance sur les états financiers, et merci vraiment de tous ces points que vous avez rappelés. Compte tenu de leur tardive, écoutez, moi je vais pas en rajouter. On aurait pu parler des attentes sur les annexes cette année, parce que je pense que dans le contexte d'incertitude que vous avez tous rappelé, effectivement, les attentes sont grandes. Mais bon, je crois que vous avez été parfaitement clair, donc on va s'arrêter là. Mille merci. Merci à tous de votre fidélité à nos travaux. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain avec Anis Blandin pour traiter de l'impact de pilier 2 dans les transactions que les entreprises peuvent conduire à l'heure actuelle. Mille merci encore, et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.